Alors, on va commencer. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous voir ici dans cette salle exceptionnelle. C'est un championnat exceptionnel, donc on a une salle exceptionnelle. C'est pour la première fois que je donne une conférence dans un conservatoire. Et ça me fait très plaisir. En plus, dans un auditorium comme ça, c'est vraiment agréable. On s'est trouvé aujourd'hui pour traiter un sujet qui est quand même intéressant par rapport à notre championnat. Et je crois que vous êtes, parmi beaucoup de parents des enfants qui participent au championnat. Et il y a aussi des entraîneurs, quelques entraîneurs qui sont venus voilà, un petit peu partager avec nous l'expérience. Donc on va traiter un sujet, déjà c'est une réflexion sur la relation parent-enfant-entraîneur. C'est-à-dire que dans la compétition, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse au championnat qui a bien commencé, c'est de comprendre ces trois points, trois piliers, on peut dire, sujets qui se trouvent, qui sont dans la relation, et d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc, comment coacher son enfant dans toutes les situations. Donc, avant de rentrer dans le sujet, je vais vous présenter. Donc, je m'appelle Darko Anic. Donc, ça se prononce comme ça parce que je viens de Croatie. Vous savez aujourd'hui où est la Croatie. On fait même partie de l'Europe. Et je suis en France depuis longtemps. J'ai fondé depuis longtemps une école que j'ai appelée Institut du Carré des Bœufs. Et depuis quelques années aussi, je suis le directeur national de l'entraînement. C'est-à-dire, voilà, avec l'expérience et tout ça, bon, ils m'ont dit, vas-y, tu vas peut-être faire quelque chose. En fait, Direction nationale de l'entraînement, c'est une structure, disons, assez jeune, c'est partie de la fédération. C'est une direction, voilà. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est quand on traite la question d'entraînement et la question de la performance, il y a beaucoup de choses qui reviennent dans l'esprit parce que, au fond, il s'agit des enfants. Donc des êtres qui sont fragiles, qui sont jeunes, qui sont fragiles et qui sont exposés à une situation qui est quand même stressante, où l'enfant peut vivre, il vit, dans un présent comme ça, des moments parfois très intenses. Et tout ça, c'est quelque chose qui nous intéresse fortement. Parce qu'on veut savoir comment l'enfant vit tout ça et comment les parents et aussi les entraîneurs qui les accompagnent peuvent gérer toutes ces situations, à la fois de stress, mais aussi, au fond, ce qui nous intéresse, c'est aussi comment l'enfant peut exceller. Quel est le schéma et comment on peut arriver à une situation où l'enfant va exceller, c'est-à-dire donner le meilleur de soi-même. Alors, donc on va aborder le sujet et d'abord on va commencer avec le côté un petit peu global pour se dire l'enfant est en face de son activité. Son activité, ça peut être autre chose que les échecs, mais vraiment nous on croit que c'est les échecs qui est la bonne, qui est l'activité qui va l'aider à s'épanouir, à donner quelque chose, à lui donner le bonheur, à lui remplir de joie, et où il va pouvoir montrer toutes ses capacités et tout ce monde qui est à l'intérieur de lui. Donc l'enfant et son activité. Première chose qui nous intéresse par rapport à cette relation l'enfant et
parents, c'est surtout de savoir si votre enfant aime son activité. Ça, c'est quelque part essentiel. Parce que même, on trouve parfois les enfants qui jouent aux échecs, mais ce n'est pas forcément l'activité qu'ils ont choisie. Et dans toutes les activités, on utilise on peut dire quelques astuces, quelques méthodes pour savoir est-ce que l'enfant vraiment est engagé dans l'activité qu'il exerce. Donc aux échecs, évidemment, quelqu'un qui est passionné, imaginons un parent qui est passionné de jeux d'échecs, il peut facilement penser que son enfant est aussi passionné de jeux d'échecs. Et il va peut-être jamais se dire, mais peut-être c'est pas son truc. Voilà. C'est peut-être quelque chose qui est vraiment pas voilà, à se poser la question. Donc, pour savoir si votre enfant est vraiment intéressé pour le jeu d'échecs, il faut lui poser des questions. Et il faut lui demander, ça c'est l'astuce, vous lui posez la question et vous attendez et vous observez le temps qu'il met à répondre. Parce que il y a une chose, quand c'est la passion qui ressort, l'enfant va répondre très vite. Quand l'enfant cherche à faire plaisir à son parent, il va chercher les stratégies et il va chercher la réponse qui n'est peut-être pas exactement la réponse qu'on voudrait entendre. Donc, essentiel dans cette relation, et ça on va en parler tout le temps, c'est de laisser l'enfant parler librement et de l'écouter, d'écouter exactement ce qu'il dit. Et ça c'est aussi quelque chose de très important dans tout ce qu'on va traiter avec l'enfant. On ne va jamais poser des questions qui prédéterminent une réponse. Donc il faut que ce soit des questions libres, questions neutres, où l'enfant peut s'exprimer comme il veut, sans cette attente qui est derrière de la part de parents. Alors, également, ce qui est de savoir aussi, quand on est dans la compétition et quand on est dans une activité, c'est que l'enfant, naturellement, quand il fait son activité, quand il est passionné par son activité, c'est normal aussi qu'il va être joyeux, il va être surexcité, il va être stressé, il va tourner dans tous les sens, etc. Et il va peut-être parler ou pas parler, ça aussi ça peut arriver, et que vous êtes là pour gérer quelque part cette situation. Donc, on se pose la question aussi, par rapport à l'enfant, qu'est-ce qui est la chose la plus importante? Hein? Vous pouvez me parler aussi, hein? Vous pouvez m'interrompre si vous avez des questions, parce que ici c'est surtout un dialogue que j'entends de vous, et j'entends également de partager avec vous tout ce qu'on discute, parce que vous avez aussi des choses à dire et je suis très prenant. Ça me fait penser à un cours que j'ai entendu récemment où c'était quelqu'un qui nous a expliqué comment on explique aux enfants la prise. Il a dit la prise. Ça c'était très beau. Voilà, vous voyez. Donc, également, la chose qu'on cherche à savoir, c'est ça. Que l'enfant, pour l'enfant, le plus important, c'est le plaisir. Il faut qu'il retrouve le plaisir dans ce qu'il fait. S'il n'y a pas de plaisir, là, c'est mal. Donc, il faut trouver le plaisir parce que c'est le plaisir le déclencheur, c'est le plaisir le moteur. C'est ça qui va donner envie à l'enfant de se dépasser.
Et c'est dans le dépassement de soi qu'on va pouvoir vraiment se réaliser en tant qu'être humain. C'est pour ça qu'on avance, justement parce qu'on cherche à se dépasser. Alors, qu'est-ce qu'on doit poser comme question en tant que parent? Donc on se pose la question comme ça. Est-ce que nos enfants semblent heureux dans leur activité? Ou est-ce que nous réussissons à garder les choses simples dans l'emploi du temps de chacun? Quand il y a plusieurs enfants, par exemple, ou quand il y a une grande famille, ou quand une activité, vous savez qu'il y a des... J'ai vu ça dans la pratique, il y avait par exemple un enfant qui joue aux échecs, et tous les autres enfants sont quelque part dans cette démarche de épauler ou de... Tout est organisé autour de l'enfant qui fait la compétition. Même Magnus Carlsen, il a une sœur qui était obligée de subir quelque part son parcours de futur champion du monde. Donc ça arrive tout le temps. Et est-ce que toute la famille se sent à l'aise dans cette situation? C'est des questions qui sont vraiment nécessaires à se poser et à réfléchir. Et pour la compétition, on sait une chose, c'est qu'il faut de la rigueur. Et il faut savoir aussi qu'il est possible de marier le plaisir et la rigueur. Ce n'est pas quelque chose qui est incompatible. Donc, le plaisir permet deux choses. La persévérance de votre enfant dans son activité, c'est une chose, et envie de se dépasser. C'est le plaisir. Et votre enfant sera davantage porté à se donner au maximum si l'élan vient de lui. C'est-à-dire si c'est lui le demandeur. C'est très important. Et je me rappelle, par exemple, Didier Sellos qui m'a demandé, qui m'a raconté comment il entraînait Joël Lautier, et comment Joël Lautier était le demandeur. Et aussi, j'ai vu de mes propres yeux, par exemple, Maxime Vacher-Lagrave, comment il est demandeur, et comment il était, quand il était enfant, comment il était demandeur pour savoir plus, pour apprendre sans erreur. Ça, c'est très important. Alors, et là, vous intervenez, vous aussi, parce que le soutien des parents est très important. Tellement important que sans ce soutien, les choses souvent se passent mal. C'est-à-dire, on sait aujourd'hui que les jeunes qui ont le soutien des parents ont plus de plaisir pour faire une activité. Également, ils décrochent beaucoup moins que les enfants qui n'ont pas de soutien. Ça serait logique, mais c'est comme ça. Et en face de ça, on a quelque chose qui est ce qu'on appelle le comportement improductif, c'est-à-dire chercher à se substituer à l'entraîneur. Ah, je sais mieux que lui, etc. Ce qui n'est pas vrai. Mettre la pression sur les épaules des jeunes enfants. Vous allez voir après qu'est-ce que ça peut être. Et attendre le retour de surinvestissement. Et ça, c'est le pire des choses. Hein. Je vais vous donner après quelques exemples. Voilà, je n'ai pas dépensé autant d'argent pour que tu perdes à la première ronde. J'ai entendu des choses comme ça, j'avais même écrit à l'époque sur des choses comme ça. Voilà, ça existe, hein, ça existe. Alors, les études aussi nous confirment l'implication des parents, si elle est mal gérée, peut amener le jeune à délaisser son activité. Donc, et c'est parfois la cause de dépression. C'est-à-dire, on devient conscient que le parent, il a son rôle,
on va voir un peu plus sur ça, et que c'est très important qu'il reste dans son rôle. Il ne va pas faire autre chose que ça. Malgré qu'il y a des... c'est-à-dire, même quand vous regardez les situations, les exemples dans l'histoire des échecs, vous prenez l'essai pour le Polgar. Je connaissais la situation parce que j'étais même une fois chez eux et j'ai vu dans mes propres yeux comment ça se passe. Les parents jouaient le rôle de parents. Et pour les entraînements, c'est, même s'ils étaient impliqués, surtout le père, s'il y avait des entraîneurs qui entraînaient les sœurs. Et on sait ce que ça donnait, c'est-à-dire qu'à l'époque du Polgar était la plus forte femme qui jouait à l'égalité avec les hommes. Juja Polgar était championne du monde et Sofia Polgar était aussi très bien placée, grand maître aussi. Alors, donc, on dit en gros, chacun son chapeau. Les rôles sont dans l'évolution toujours, mais c'est très important de rester dedans. Dans les périodes d'initiation, souvent c'est les parents qui jouent un très grand rôle parce qu'ils vont montrer le jeu d'échecs, etc. Et après, dans la période de développement et surtout à la période de haute performance, c'est les entraîneurs qui vont prendre le relais. Et donc le rôle d'entraîneur, il est là. Et là, il y a un développement aussi de cet rapport parent-entraîneur. À quel moment on va demander de voir un entraîneur? Eh bien, au moment où on voit que la passion de l'enfant est débordante et qu'il faut lui offrir une opportunité de développer cette passion. Alors maintenant, se fixer un petit peu sur ce qui est le rôle de parent. Il y a une belle phrase ici. Être parent ne devrait pas être un sport de compétition. Et souvent, on voit, c'est quand même, chaque parent, il voudrait bien montrer que son petit ou petite sont des génies, mais au-delà de ça, il faut quand même respecter l'enfant. Et ça, c'est très très important. On va donc un peu étudier ce qu'on peut faire pour notre enfant. Donc il y a cette période d'initiation, on avait dit. Et après, dans la période de développement, souvent on se pose la question de comment choisir un entraîneur. Et là, déjà, la première chose qui compte, c'est de savoir qu'un entraîneur, avant tout, doit être quelqu'un qui va respecter la personnalité de l'enfant. Quelqu'un qui ne va pas lui faire du mal, mais quelqu'un qui va surtout influencer, c'est-à-dire diminuer son estime de lui-même. C'est-à-dire l'enfant a besoin d'avoir confiance en lui-même et d'avoir une bonne image de lui-même. L'entraîneur qui va lui casser les pieds, ce n'est pas un bon entraîneur, parce que ça va faire des dégâts. Même si ça réussit au niveau de compétition, ça peut faire des dégâts. Et ça, il faut faire très attention. Il faut surtout, ce qui est important, c'est que l'enfant peut construire une bonne image de lui-même. Ensuite, dans la période de haute performance, c'est très difficile pour le parent de trouver sa place. Et là, il y a plusieurs types de parents qui ont été identifiés dans les études. Donc, le parent, il peut être quelque part soit trop peu présent, soit trop présent. Et c'est très difficile d'être dans l'équilibre. Très, très difficile. Donc, bon, je ne vais pas chercher
que vous les connaissez forcément dedans, mais c'est une réflexion qui aide un petit peu de voir un peu plus loin. Alors, il y a aussi la question... J'ai une petite question sur la diapo précédente. Vous avez mis un moment apprendre à perdre. Tout à fait. Moi, ma fille vient pour la première fois au championnat, ça elle perd. Et comment je pourrais justement lui apprendre à perdre? On va revenir dessus, mais je vais dire tout de suite quelques mots. Apprendre à perdre, c'est aussi de ne pas mettre en péril l'image qu'on a de soi-même. C'est-à-dire, quand on joue aux échecs, il ne faut pas que ni la victoire, ni la perte, parce que ça fait partie des échecs. Pour arriver à un niveau, on a tous perdu beaucoup de parties et on a gagné, heureusement. Mais pour apprendre à gagner, on était obligé surtout d'apprendre beaucoup de choses avant d'arriver. Donc, pour gérer la perte, pour apprendre à perdre, vous savez, même il y a beaucoup de grands maîtres qui n'arrivent pas à gérer ça facilement. Et parfois c'est très douloureux, surtout quand il y a des enjeux qui sont très prononcés, même financièrement. Parfois vous avez un championnat du monde où il y a des enjeux qui sont énormes. Donc, un enfant doit faire la différence entre quand il perd. Il ne faut pas qu'il confonde. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il confonde la perte avec l'estime qu'il a de lui-même, avec la valeur qu'il se donne. Comment? Oui, parce que la partie, c'est, pour qu'on perde une partie, il y a quelque chose, il y a des raisons pour ça, pourquoi on a perdu. Et les raisons sont dans le comportement, dans l'apprentissage. C'est-à-dire, on n'est pas moins valable parce qu'on a perdu une partie. C'est-à-dire, ça ne doit pas toucher l'estime de soi. Mais ça fait, parfois, il y a un mélange, parce qu'il dit, et surtout l'entraîneur peut ajouter, facilement, et l'enfant qui perd, il peut se dire, je suis nul. Et ça, s'il a dit ça, c'est votre rôle de rebondir immédiatement. Il ne faut pas perdre, il ne faut pas permettre à l'enfant de penser quelque chose sur lui-même. Il doit bien faire la différence entre est-ce qu'il se prépare ou pas, il a travaillé ou pas, il s'est entraîné, etc., il a joué, non, et alors, c'est la conséquence, c'est rien d'autre. Mais il n'est pas moins valable. Il a sa valeur et il a peut-être, finalement, des échecs qui ça ne l'intéresse pas. Si on veut pousser jusqu'au bout. Mais il faut faire la différence entre ça. Donc, entre la perte, entre les compétences qu'il a acquis, entre l'engagement qu'il a fait, entre, disons, la persévérance avec laquelle il a joué, etc., et ce qui représente sa personnalité. C'est très important. Donc on a vu souvent l'enfant qui pleure, mais on doit se poser la question pourquoi il pleure. Et est-ce que maintenant il faut utiliser aussi ça pour faire comprendre où est l'enjeu. L'enjeu c'est si on veut réussir en compétition, ou même si on veut tout simplement avoir plaisir de jouer, eh bien, il faut arriver à faire la séparation entre ce qu'on appelle le comportement et l'estime de soi. Donc, on va passer à l'effet sur le couple, parce que s'impliquer dans l'activité de l'enfant, il y a toujours quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est-à-dire on va aussi prendre plaisir, on va être obligé d'améliorer la gestion du temps, peut-être faire du sport,
surtout parler beaucoup plus avec l'enfant. Et finalement, il va y avoir aussi la communication qui va, entre les parents, qui va être un petit peu, je ne vais pas dire touchée, mais qui va être mis en épreuve. Et parfois, dans des situations comme ça, et j'en ai vu dans ma pratique, ça peut provoquer des différences qui ressortent dans la compétition, et on voit parfois les parents réagir très différemment par rapport à ce qu'il y a une situation de compétition. Je ne vais pas donner des exemples. Non. Si. Si vous voulez, il y a un exemple qui m'a beaucoup marqué à l'époque, c'est que l'enfant qui a joué à la compétition, à un moment donné, il a joué contre un autre enfant de la dernière ronde qui était très stressé. Et donc, cet enfant, il avait, avec qui je me suis occupé, et il avait encore une chance d'être sur le podium. Et ce qui s'est passé, c'est que l'autre enfant, comme ça se jouait le matin, il était tellement stressé, il a mal dormi, il a mangé son petit déjeuner, mais vous savez, quand ça travaille dedans, qu'est-ce qui s'est passé? C'était parti sur l'échiquier. L'arbitre, je ne sais pas qui c'était, mais même si aujourd'hui, si je sais qui c'était, il a tout simplement nettoyé ça comme ça. Donc vous pouvez imaginer l'émanation Et le petit enfant, il a rendu tout pour la deuxième fois. Donc en voyant l'enfant malade en face de lui, ils se sont accordés à la nulle et il est sorti en racontant que son adversaire était malade. Quand quelqu'un est malade, on peut l'aider. Donc c'était quelque part naturel de sa part de faire nul. Parce qu'il s'est dit, mais il ne faut pas continuer, il faut l'aider. La mère, parce qu'elle comprend bien des choses, elle a dit, ok, je te comprends, c'est comme ça. Et l'enfant était content, mais le père, il est resté un peu dubitatif, il a dit, oui, mais si tu avais gagné, tu aurais pu, etc. Et l'enfant comprend maintenant qu'il aurait pu faire quelque chose, peut-être, mais il a compris aussi cette remarque. Et ce pic qui est venu derrière, il a commencé à pleurer. Maintenant, la mère a commencé à parler avec le père. Moi, j'ai pris l'enfant pour le consoler, et voilà, ça s'est terminé comme ça. Je lui ai dit, écoute, ça m'est arrivé aussi. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des situations qui sont parfois très compliquées, qu'il faut gérer. Donc, en tout cas, il y a aussi la question de cette communication. Et on sait aussi que l'activité de l'enfant favorise la création d'un réseau social. C'est-à-dire que les enfants, les parents vont rencontrer beaucoup d'autres parents. Et ça fait aussi quelque chose qui est intéressant et qui est, même si, bon, on peut toujours chercher à valoriser son enfant par rapport aux autres. Donc, là, on a aussi identifié ce qu'on appelle les parents problèmes. Bon, on ne va pas rentrer trop dedans, mais on a vu beaucoup de choses dans les championnats, parce qu'il y a toujours des parents qui oublient en fait ce qui est l'intérêt de l'enfant. C'est très important et il faut savoir gérer tout ça. Alors, donc on a établi 7 règles de responsabilité des parents, qui est quelque part un petit peu le modèle à suivre. Donc on va les passer en revue. Donc comprendre que mon enfant a le droit de s'amuser,
en pratiquant l'activité de son choix. Très important. Selon son bon plaisir et non le mien. C'est-à-dire, l'enfant, quand même, c'est au cœur de ce processus. Très important. Ensuite, règle numéro 2. Respecter les décisions prises par les dirigeants responsables mandatés pour le faire. Parce que souvent, c'est des professionnels ou les gens qui connaissent bien les choses, donc là, ils sont dans leur rôle et souvent, ils savent quoi faire. Numéro 3. Faire confiance aux entraîneurs et aux administrateurs responsables de placer mon jeune dans un contexte d'apprentissage. C'est important. Favorisant son développement physique, social et psychologique. Ce qui est important ici, c'est quoi faire si l'entraîneur n'est pas vraiment un bon entraîneur. Et bien, on va voir si notre enfant est malheureux ou pas. Est-ce que notre enfant se sent diminué ou il se sent épanoui? S'il se sent diminué, s'il perd la confiance en lui, ben, posez-vous la question sérieusement. Ça, c'est important. Ensuite, faire preuve de tolérance et de patience. Important. Être un exemple de comportement pour mon enfant qui traverse une phase critique de son développement. Pourquoi la phase critique? Parce que c'est le moment où lui, il est en face de l'adversité de la vie. C'est aussi, ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait partie de ce qu'il va faire plus tard dans la vie. On n'apprend pas seulement de jouer aux échecs, mais on apprend aussi de développer des stratégies. C'est aussi, ça c'est le côté éducatif de jeu d'échecs. Jamais oublier. Ça c'est quelque chose de précieux. Même si l'enfant peut être au départ plus fragile, etc., mais en grandissant et en adoptant les bonnes stratégies, il va savoir se positionner en face des adversités de la vie. Ensuite, numéro 5. Me conformer aux exigences administratives relatives à la sécurité dans le sport et adopter dans tout temps les comportements exempts de toute forme de violence verbale et physique. Parfois, on voit des choses qui sont tout contraire. Ensuite, traiter avec dignité et respect tous les participants et intervenants associés à l'activité à laquelle mon enfant participera. Officiels, adversaires, entraîneurs, joueurs, administrateurs, autres parents et bénévoles. Et là, quand on dit adversaire, il ne faut pas oublier une chose. Aux échecs, on dit adversaire, mais on pense partenaire. Parce qu'en fait, l'autre, ce n'est pas un adversaire, c'est un partenaire qui nous permet de jouer aux échecs. Donc c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui est là, qui va peut-être sanctionner notre jeu qui n'est pas à la hauteur, mais qui va nous permettre d'apprendre. Vous savez ce qu'il disait Nelson Mandela? Il disait, je gagne toujours. Soit je gagne, soit j'apprends. Et ça, c'est extraordinaire. Ensuite, donc, c'était une règle. Accepter que mon enfant participe à une activité récréative, lui offrant un défi à sa mesure. Tant que c'est à sa mesure, en considérant les erreurs de jeu comme une source d'apprentissage et non comme une occasion de réprimande. Quand on dit une source d'apprentissage, c'est-à-dire que tous les erreurs, les parties perdues, etc., c'est que les étapes. C'est les étapes sur un chemin qui va nous amener quelque part.
Ça, c'est très important. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit garder en tête lors d'une défaite, d'une performance moyenne? Ça, c'est très actuel, hein? Parce que tous les jours, on va vivre ça. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire ici. Alors, réalisez qu'avec le temps, l'expérience et votre soutien, les choses vont s'améliorer. C'est-à-dire, il ne faut pas dire, par exemple, tu fais toujours la même erreur. Vous voyez? Et ça, il y a une tendance qui existe. Et finalement, c'est pas vrai. Parce que l'enfant apprend. Même si au départ, il va peut-être répéter plusieurs fois quelque chose. Mais il apprend à changer, apprend à progresser. Et il faut le soutenir, même si on doit dire 10 fois ou souvent avec d'autres mots, etc., on doit devenir très inventif pour trouver les solutions, et bien là, il ne faut pas oublier que c'est vrai. Ensuite, reconnaissez que la victoire n'est pas la seule chose qui compte dans le sport. Donc, il vaut mieux définir le succès par le processus que par le résultat. Et ça, je trouve très très fort. Et je constate ça tous les jours. Si on est trop fixé sur le résultat, on a des déceptions et ces déceptions-là ne sont pas constructives. Quand on est sur le processus, on voit une évolution et on peut se fixer des objectifs qui sont moindres, qui sont plus sur notre comportement et qui nous donnent un résultat à la fin qui est probant, qui est réel. C'est très important. Ensuite, soyez fiers de la persévérance de votre enfant. Parce que l'enfant, comme quand il est tout petit et quand il ne marche pas encore, il va se relever 1000 fois et tomber 1000 fois tant qu'il n'apprend pas de marcher. Et c'est pareil aux échecs, il faut le soutenir, il faut être là pour l'épaule. C'est important. C'est un enthousiasme qu'il faut. Hein? Ensuite, expliquez les avantages sur le plan social de faire du sport avec des amis ou des camarades. Il y a des choses qui sont... les enfants, parfois, jouent aux échecs parce qu'ils veulent sortir d'un milieu social. Ils veulent sortir même si c'est la famille, tout simplement. Mais il y a des motivations très différentes. Aussi, les filles ne jouent pas aux échecs souvent pour les mêmes raisons que les garçons, etc., etc. Donc il faut penser à ça, et c'est très important. Aimez et soutenez votre enfant, peu importe le résultat. Peu importe. Parce que même à l'enfant, quand il faut le punir pour quelque chose, parce qu'il a fait des bêtises, on va lui dire, je t'aime, mais bon, là tu as fait une bêtise. Ce qui est important aussi. Acceptez votre enfant pour lui-même et non pour ce qu'il a accompli. Donc c'est très similaire. Maintenez une bonne communication, même lorsque vos points de vue divergent. Parce qu'un enfant peut vous dire des choses qui ne vous plaisent pas. Et là, il faut communiquer dessus, jamais couper la communication. Ah, je ne vais plus t'écouter. Ça, c'est pas bon. Il faut toujours essayer de trouver les raisonnements, comprendre pourquoi l'enfant pense de tel ou tel moment. Peut-être finalement on a tort. Hein? Prenez toujours le temps de réévaluer votre implication dans le sport de votre enfant. Ah, je vous échec. Soyez toujours à l'écoute. Votre langage corporel dit beaucoup plus de ce qu'on y croit. Hein? Donc, doit traduire votre soutien
et votre attitude positive. On sait bien à quel point l'attitude corporelle est quelque chose de vrai. On sait ça dans la politique aussi, par exemple. On a filmé souvent les politiciens et les experts disaient ah, là il dit une chose, mais en bas il dit autre chose, etc. Évaluez votre implication et sollicitez les commentaires de votre enfant. C'est ce qu'il va vous dire. Et maintenant, on va aussi un petit peu se poser la question sur les entraîneurs, avant de revenir au sujet. Parce que quel est le rôle de l'entraîneur, ou l'animateur, ou le professeur? Eh bien, de se montrer compréhensif. Très important. D'adopter une attitude positive et de laisser à l'enfant une certaine autonomie. Très important. Alors maintenant, on revient sur le sujet de communication avec l'enfant. Donc, on va parler de savoir parler à votre enfant. La communication passe par le mot, en la plupart des cas, par d'autres moyens aussi, mais regardez là, c'est très important. Le choix des mots. La phrase qui dit « Les mots sont comme des abeilles. Ils ont à la fois le miel et le temps. » C'est-à-dire qu'avec les mots, on peut faire beaucoup de bien, mais on peut faire du mal aussi. Et il y a aussi des mots qu'on appelle les mots qui tuent. C'est terrible, oui. C'est absolument terrible. Je ne peux pas croire que tu es mon fils. Et ça arrive, vous ne pouvez pas imaginer, ça arrive. Ou tout simplement, as-tu gagné aujourd'hui? Vous voyez, combien de fois on dit, ah, tu as gagné? Non. Et pourquoi? Parce que la question qu'on doit lui poser, ce n'est pas celle-là. On doit lui dire, comment ça s'est passé aujourd'hui? Parce que là, quand on dit, as-tu gagné, c'est-à-dire notre attente est comme un éléphant. Elle crève les yeux. Il faut éviter ça. Ou ça, je n'ai pas dépensé tout cet argent pour que tu perdes à la première ronde. Ça, on a vu. Qu'est-ce que les gens vont penser? Parce qu'il y a toujours les autres. Ah, regarde les autres. C'est terrible, hein? Ou tu viens de gagner la médaille d'argent, la prochaine fois, ce sera de l'or. Encore une attente qui est très prononcée et qui pèse après sur l'enfant. Alors, on va se poser la question, qui compte le plus? Alors, il ne faut pas oublier, le parent c'est un pilier et l'enfant a besoin de vous. Pour ça, il faut rester authentique, il faut rester qui vous êtes, parce que c'est ça que l'enfant cherche. Et choisir ces mots, eh ben, c'est très important. On ne peut pas parler de la même manière et on doit faire attention de ce qu'on dit. Par exemple, les mots « jeu » et « jouer », on va utiliser plutôt que les mots « s'entraîner » et « entraînement ». Parce que là, ça implique plus de légèreté et travailler en jouant, c'est beaucoup plus facile que des mots lourds qui vont nous faire en fait, évoquer des choses lourdes et des responsabilités qu'on ne peut pas porter sur ses épaules. On sait aussi que le talent seul ne suffit pas. Avant, on disait, ah, il n'y a pas de talent et tout, et finalement, quand on avait fait des recherches et tout, et ben, le talent, chaque enfant, il a des talents. Des talents peut-être qui ne sont jamais révélés, qui sont cachés, qui sont quand il faut chercher.
Et on sait que aussi il existe des stratégies, qu'il y a certains enfants qui vont les découvrir naturellement, d'autres un peu moins naturellement. Mais une fois qu'on a présenté de bonnes stratégies, ben, ça peut se passer super bien. Souvent, les enfants qui ont des facilités foncent au départ sur les facilités, et dès qu'il y a des premières frustrations ou des difficultés, ils commencent à freiner et commencent à se délaisser. Et là, les autres qui cherchent parfois durement au départ, eh ben, ils arrivent à comprendre les choses et de faire très très bien et de exceller après. Parce qu'ils ont vraiment bien compris comment ça fonctionne. C'est-à-dire, il faut croire dans le potentiel humain. Le potentiel humain est énorme. C'est ça qui nous amène à quelque chose de positif. Voilà, il y a aussi, qui est important, c'est l'entourage et l'accès au cours, l'accès à l'entraînement, l'accès au tournoi, etc. L'entourage qui est positif, qui va valoriser l'enfant. Alors, quantité ou qualité? On sait aujourd'hui, dans beaucoup de sports, on parle de règles de 10 000 heures d'entraînement pour arriver à quelque chose. Ça représente 10 ans de formation. Donc vous voyez, ça ne se fait pas comme ça, à la légère. Mais si on emploie de bonnes stratégies, si on trouve des bons entraîneurs, si on trouve des bons tournois, si on fait ça de bonne manière, ben les choses peuvent s'accélérer. Et surtout, si l'enfant est le demandeur. Alors, à savoir, donc il existe des enseignements et des enseignants qui profèrent un enseignement de haut niveau. Ça existe. Malgré le talent et malgré tout ça, il n'y a pas de vraie garantie que ça va réussir. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire « Ah, j'ai investi et finalement, tu n'as rien fait ». Voilà, ça ne se passe pas comme ça. C'est très, très dur parfois. Et c'est pour ça que le succès, on le définit souvent différemment. Ce n'est pas un but, mais un moyen de viser plus haut. Dit par Pierre de Coubertin. Donc on arrive sur le triangle de succès, parent, enfant, entraîneur, et on se dit qu'il y a des objectifs communs, que c'est lié à l'échec et à la réussite. Donc il y a les deux, c'est toujours un mélange de deux. Et l'échec est le fondement de la réussite, c'est-à-dire on a besoin de savoir ce qui est mal pour savoir ce qui est bien. C'est la vie. Ça nous apprend tous les jours. Donc, on cherche à savoir comment contrer les aspects négatifs de la défaite, parce que la défaite, on a dit, peut être très dure, et il faut préserver surtout la personnalité de l'enfant. Il faut valoriser l'enfant en tant que personnalité, mais on peut évidemment réprimander son comportement qui n'est pas à l'auteur. Donc, il faut mesurer quelque part cet engagement. Par exemple, quand on pose des questions aux jeunes, ça j'en ai fait aussi récemment, de jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience, on peut trouver que les joueurs qui ont plus d'expérience sont beaucoup plus réalistes sur les attentes que les joueurs qui savent très peu. Parce que, et ça, j'ai vu encore quelques jours, le joueur qui est très faible, il va dire mes attentes sur le championnat, je pense que je peux gagner ou peut-être être au podium. Et il est loin de savoir ce que c'est. Vous voyez? Et quelqu'un qui s'entraîne, il est beaucoup plus lucide et il sait ce que c'est. Donc il va mesurer ça autrement.
dire as-tu donné ton meilleur effort au lieu de dire as-tu gagné. C'est ça. Faire l'effort, faire le donner le meilleur de son vie. Si je me suis promené toute la partie, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai regardé l'autre partie, ben, je ne me suis pas vraiment impliqué. Donc, qu'est-ce que j'attends? Alors, composer avec la défaite. Donc, c'est une question de confiance. Confiance à votre enfant. Parce que l'enfant aussi doit faire confiance à lui-même. Et la confiance à lui-même, il va pouvoir le trouver seulement s'il a une image positive de lui-même. Très important. Et donc, on dit encore, le parent doit rester parent, l'entraîneur reste entraîneur. Alors, maintenant, comment gérer la famille avec un enfant talentueux? Là, c'est question d'équilibre, parce qu'il y a d'autres enfants qu'on ne doit pas négliger non plus. Et là, il y a des stratégies possibles. Donc, il ne faut pas négliger cette question-là. Il faut, on dit, normaliser l'enfant qui est spécial ou qui est en fait dans la compétition ou qui fait des performances, etc. Normaliser autant que possible. Il y a beaucoup de parents qui par exemple, refusent de mettre l'enfant, même s'il est précoce, etc., dans les écoles pour les précoces. Parce qu'ils veulent que l'enfant soit intégré socialement. Et l'enfant précoce, par exemple, peut... ici, il y a beaucoup d'enfants précoces aussi, il faut le dire. Il y a beaucoup d'enfants précoces qui peuvent avoir des problèmes justement dans ce niveau-là. Et c'est assez courant. Et parfois, on ne sait pas ce qui arrive. Et parfois, même un enfant précoce, on va le diagnostiquer de manière erronée. On va penser qu'il est même loin d'être précoce. Parce que son comportement est asocial et il apprend de manière inappropriée, etc. Et pourtant, il a ses propres points forts qu'on ne voit pas. Ensuite, encourager tous les enfants à avoir leurs propres rêves. Parce que ça, le rêve, c'est une question à part. Essentiel pour chacun de nous, c'est justement de pouvoir vivre le rêve qu'on a eu et qu'on a peut-être parfois oublié. Et ce rêve-là, chez l'enfant, vivre cet enfant, c'est le carburant de toute son énergie. L'enfant qui peut vivre ce rêve-là, eh ben, c'est quelque chose qui va lui donner énormément de force, énormément de motivation. Ensuite, on va l'inclure dans les tâches quotidiennes, ça c'est évident, parce que l'enfant il ne doit pas être traité comme un roi. Un roi va commencer à imaginer des choses qui ne sont pas... c'est-à-dire qu'il va le payer très cher par la vie, tout simplement. Ensuite, continuer à faire des activités en famille où tout le monde s'amuse. Il faut avoir donc des activités qui sont pour tout le monde. Utiliser l'humour, parce que si on est trop sérieux, si on rigole jamais, c'est très pénible. Ah, même ici, on rigole un peu. Voilà. Consoler et rassurer aux besoins. Parce qu'il faut consoler, ça arrive tout le temps, des petits bobos, des petites choses à faire. Et laisser les autres enfants faire leur propre choix. On ne va pas dire, ah, mais ton frère, ou ah, ta soeur, et voilà. Et donc, l'enfant, il se sent délaissé, abandonné. Il est là dans la famille, mais il est un spectateur. Il regarde tout simplement des choses qui se passent dans cette manière. Voilà. C'est très important. Et finalement,
il faut continuer d'avoir des amis, être intégré socialement, ça c'est très important, et qu'il y a des solutions, sport d'études, etc., il y a des possibilités d'intégrer l'enfant dans différentes activités et il va pouvoir exceller au mieux. Par exemple, je parlais hier de ça, et par exemple chez les Chinois, parfois ils sont dans les instituts où vraiment ils s'entraînent énormément. Et quand on les a interrogés, quand ils sont venus à Cannes, il y a encore une dizaine d'années, ils nous ont dit, mais oui, nous on a un après-midi libre sur la semaine, 7 jours confondus. Oui, c'est comme ça. Alors, donc la performance est à quel prix? Très important, c'est André Agassi qui a écrit, qui était meilleur joueur du monde de tennis il y a encore quelques années. Ma vie a toujours appartenu à quelqu'un d'autre. Parce qu'il il s'est entraîné à mort. Il dit, j'ai passé mon enfance dans une cellule d'isolement, mon adolescence dans une chambre de torture. Donc vous voyez, c'est un vécu qui est difficile, qui est très dur. Et pourtant, quand on regardait de l'extérieur, c'était un champion, il avait un mental d'acier, il pouvait battre n'importe qui, il a régné sur les cours de tennis pendant de longues années. Il a gagné tous les tournois possibles. Donc même aujourd'hui, on le considère comme un des meilleurs joueurs de tous les temps. Et là, quand on voit ça, quand on voit que tout ce qu'il a vécu, c'est effrayant. Donc, au nom de la performance, est-ce qu'on va accepter tout? Ben non, on va faire le contraire. Se détruire au nom de la victoire. C'est-à-dire, est-ce qu'on cherche le bonheur ou est-ce qu'on cherche la performance? Et combien de tragédies faudra-t-il pour que ça change? Donc, pourquoi ces situations? C'est parce qu'il y a d'un côté de manquement de la part des parents. Au niveau d'entraînement, ce n'est qu'une souffrance. Et finalement, il y a une volonté d'accélérer le développement. Et parfois, on va à l'encontre de la nature et on connaît des exemples dans d'autres sports, dans l'athlétisme, etc., où les jeunes enfants s'entraînent comme des fous et ça, c'est effrayant. Donc, il faut choisir la bonne discipline. Nous, on a peut-être choisi les échecs, mais surtout, est-ce que nos enfants ont choisi les échecs? Il faut se poser la question. Parce qu'il y a des prédispositions pour les échecs aussi. Le comportement social. Aux échecs, il y a quand même, c'est ce qu'on croit énormément, c'est que les échecs et la pratique des échecs portent des valeurs éducatives. Donc il faut insister sur ça, c'est très important, c'est quelque chose qui nous donne vraiment l'envie de faire. Et si on respecte donc les goûts des enfants, c'est-à-dire que le résultat peut être très positif. Et cette expérience positive, avec le soutien que vous donnez, ça va donner un enfant heureux. C'est ce qui est essentiel. Donc on a les histoires de virtuoses à 5 ans, etc., qui va développer ses capacités physiques ou autres très vite, et qui va arriver très jeune à un certain niveau. Et il va avoir la tendance de se définir par le défaite ou le succès. C'est-à-dire, il va confondre sa valeur avec le succès ou la défaite. Et qu'est-ce que ça donne? Les études nous disent meilleur résultat vers 15 ou 16 ans et le burn-out à 18 ans. C'est-à-dire, après, on trouve les personnes qui sont vides de sens, qui ne savent plus pourquoi ils sont là. Donc ça, c'est terrible. Voilà, l'importance du rêve.
une école de vie, parce que dans les rêves, on trouve ce qui est essentiel. On apprend aussi de gérer les peurs, la pression, et après, voilà, il y a question de cet investissement personnel dans une activité. Donc, il s'agit de savoir est-ce que le rêve est de votre enfant ou votre, tout simplement. Alors, il y a, pour chaque âge, il y a un rêve. Donc, il y a des facteurs qui sont importants. Évidemment, l'aspect financier, hein, c'est toujours la question. Mais il y a d'autres aspects qui comptent. Et entre aspects émotifs, qui est très présent, le talent que, bon, on devine qui peut être là. Et après, il y a des exigences de structure, parce qu'on veut toujours intégrer l'enfant quelque part et que ça fonctionne. Et après, il y a aussi d'avoir la chance et les opportunités. Donc, parfois, c'est assez compliqué. Parce qu'aller au-delà des limites, c'est une activité très difficile, c'est un choc en fait immense. Et même si le sport et les échecs, c'est assez compliqué, on peut aller au-delà de tout handicap, même si ce n'est pas l'handicap, on peut dire, physique, etc., même dans un handicap même de vivre dans une province, de vivre dans le monde d'entraîneurs et de tournois. Et finalement, au niveau de point de vue des parents. Alors, quand on parle de distinguer les jeunes des professionnels, il y a une chose qui compte, c'est l'amour. Ça, c'est très important. Et finalement, dans la cour des grands, il y a quelques critères. Ceux qui rentrent dans la cour des grands, on dit c'est 1% de 1%. Hein. C'est un défi à l'autre. Et là, on a des choses aussi par rapport à... on doit être vigilant. Le rapport avec les entraîneurs. Les blessures, ça peut être les blessures psychiques aussi. Et il y a des points qui sont liés à l'équilibre entre éducation et compétition. La fatigue mentale. J'ai vu récemment quelqu'un qui fait la compétition de natation, qui se lève chaque jour à 4 heures pour être dans la piscine à 5 heures. Et 8 heures de soir, il est crevé. C'est un nageur de haut niveau, mais moi je dis, mais si je dois m'entraîner aux échecs comme ça, je ne sais pas si je le fais. Voilà, c'est des questions qui sont très difficiles. Montagne russe, hein, vous connaissez comment ça peut être compliqué. Après, il y a les questions de dopage. Heureusement, aux échecs, on n'entend pas trop, mais il peut y avoir des tentatives de triche, tout simplement, parce que c'est trop dur et c'est plus facile de regarder la machine que de réfléchir. Il y a aussi le regard des autres qu'il faut supporter et parfois l'attention médiatique. On avait des champions qui ont souffert beaucoup à cause de ça. Et pas seulement aux échecs, ou d'autres sports, hein, on connaît très bien. Voilà. Alors, on est à la fin de notre présentation, mais vous avez certainement des questions. Donc, on vous attend. Vous pouvez dire quelques mots, vous poser des questions pour notre discussion, qu'on puisse... Oui. Vous aviez parlé tout à l'heure de la différence de motivation entre les filles et les garçons pour les échecs. Tout à fait. La différence? Donc les garçons, généralement, surtout quand ils sont petits, aiment se batailler, aiment la guerre. D'ailleurs, le jeu d'échecs était plutôt la question de guerre, hein, deux armées qui s'affrontent.
Mais les filles cherchent plus la relation. Parce qu'ils vont tisser des liens avec un groupe qui va leur permettre d'aller au-delà de ce qui est leur milieu, disons, familial et social. Ils peuvent voyager, etc., échanger, parler, faire des copains, copines, tout ça, et ça c'est très important. Pour les garçons, c'est important aussi, mais au départ, c'est surtout la confrontation qui cherche. D'autres questions? Je sais que vous êtes pressés d'aller voir, donc je vais quand même poser quelques questions. Oui? Comment on fait quand on est loin de tout? Quand on est loin de tout. Aujourd'hui, heureusement, il y a des solutions. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des moyens de communication, donc on peut quelque part trouver même les entraîneurs à distance via Skype, via Playchess, via tout ça. Et je peux vous dire que c'est très pratique, parce qu'on perd pas, ça peut beaucoup aider. Ça peut beaucoup aider, c'est quand même, après il faut trouver des compétitions, il faut trouver des... Dans les compétitions les gens de compétition. À la Réunion, je sais que vous êtes loin, mais bon, de l'autre côté, ces derniers temps, je suis beaucoup sur la Guadeloupe, je sais aussi que c'est pas facile. Mais il faut à la Réunion, par exemple, là c'est dommage parce que la situation il y a quelques années était très bonne, aujourd'hui un peu moins. Mais bon, ça peut se faire. Par exemple, en 2007, j'aurais même le billet pour aller à la Réunion et j'avais mal aux oreilles et je ne suis pas parti. Je devrais faire un stage d'entraîneur, c'est-à-dire former les entraîneurs à la Réunion. Et je l'ai fait via Skype. J'avais quelqu'un qui était sur place, qui est allé avant moi, Olivier Letréville, vous connaissez. Et on a fait le stage qui durait. En plus, il y avait des décalage horaire, il fallait que je me lève très tôt, chaque jour, et on a fait cette formation. Donc il y a des solutions, il y a des possibilités pour s'entraîner et faire. Mais pour faire le tournoi, bon, faire le tournoi, en tout cas, ce qui est important, c'est, bon, pour le tournoi, les billets coûtent cher et tout ça, mais il y a des aides des collectivités, il faut simplement piocher bien, renseignez-vous bien, il y a des possibilités. Je le sais parce que j'ai vu comment ils font en Guadeloupe, et je pense aussi en Martinique, et pourquoi pas la Réunion, c'est même le statut de département, donc ça devrait aller. Ouais. D'autres questions? Une question difficile. Quand vous parliez... Oui. Vous avez donné un exemple tout à l'heure de ce petit garçon malade. Oui. Vous auriez réagi comment, vous? Parce que les deux réactions, et du père et de la mère, vous semblent... Moi, j'ai réagi en tant qu'entraîneur. Là, j'ai pris le garçon, je l'ai consolé. Je lui ai dit, ben, écoute, ça m'est arrivé aussi, j'ai joué au championnat de Croatie, mon adversaire il était malade, il éternuait tout le temps, et ben voilà, qu'est-ce que je pouvais faire? Il m'a presque... voilà, donc j'ai perdu aussi, etc. Donc, je lui ai apporté une consolation, disons. Mais au niveau des parents, ça n'a pas arrangé les choses. Parce que, voilà, il faut le dire. Et ça, c'est finalement, je pense que c'est mal terminé, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais ça démontrait les points de vue qui sont très différents. Et vous avez appris une consolation pour compenser la réaction des parents pour moi, c'était lui la priorité. C'était ça. Et je ne pouvais pas faire autrement que... Je ne pouvais pas maintenant se mêler dans leur relation, ce n'était pas mon rôle. Mais
fais ce que je peux. Il y a une autre question là? Oui? Oui, tout à l'heure vous parlez des entraîneurs et en gros vous disiez un mauvais et un bon entraîneur. Et j'avais envie de dire que parfois l'enfant trouve son entraîneur parfait et les parents pas forcément. Donc comment appréhender il faut toujours chercher à instaurer le dialogue avec l'entraîneur. Parce que l'entraîneur va dire quelque chose par rapport à son travail avec l'enfant. Il va émettre une idée, il va parler. Et là, il faut écouter ce qu'il a à dire. En tout cas, si vous avez des soupçons, interrogez bien l'enfant déjà. Si l'enfant est content, s'il a confiance, c'est important, confiance dans son entraîneur, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Après, c'est ce qui est nocif, c'est surtout que si l'entraîneur dévalorise l'enfant. J'insiste sur le mot dévalorise. Mais parfois l'enfant ne le voit pas ça quand ils sont petits. Ça rend peut-être pas très je ne sais pas, je crois que l'enfant aussi doit sentir. Hein. Si on le dit, tu sais rien, tu es nul, etc., il doit sentir qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Allez. Darko, tu es né dans un pays de l'Union européenne dont le drapeau national est un échiquier, blanc et rouge. Ma question est la suivante. Est-ce que dans un pays de culture échiquienne, de culture générale envers notre sport favori, est-ce que le comportement des parents est le même qu'en France? C'est pas très différent. En fait, ça dépend des parents. Il y a des parents qui sont merveilleux, il y a d'autres qui sont très durs, tout simplement, très durs et qui vont pas vraiment, qui vont chercher surtout de dire, écoute, moi la vie est dure, moi j'ai vécu durement, voilà, pourquoi je vais te ménager? Et là, à partir de là, mais c'est vrai. La Croatie, ça, je vous invite de venir. Il y a un tournoi Split cet été, venez nombreux. C'est un super tournoi à bord de mer. En tout cas, je vais vous servir comme un guide. C'est déjà pas mal. Oui? Vous parliez de la gestion du temps au niveau des familles. Est-ce que les jeunes apprennent autant en participant au tournoi qu'en allant à leur club toutes les semaines, en fait? C'est vrai qu'on est souvent sollicité, on se dit bon, on va pas faire que ça non plus. Quel est c'est peut-être un peu idiot comme question, mais est-ce qu'il faut, les enfants sont demandeurs, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on se dit si les enfants sont demandeurs, est-ce qu'ils apprennent vraiment en participant, que ce soit en gagnant ou en perdant, ils ont participé, ils ont appris des choses? Si déjà au départ, si aller dans un club les enchante, on peut dire comme ça, pourquoi pas? C'est-à-dire qu'ils ont trouvé là-bas aussi des copains, un tissu social, l'échange, etc. C'est également ce qui est important aussi, c'est ce que vous pouvez dire à vos enfants. Par exemple, on termine une partie avec un adversaire, on avait dit c'est un partenaire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant après? Est-ce qu'on va analyser avec lui ou pas? Vous voyez? Ça c'est important, parce que là c'est l'échange. Ça, c'est le respect aussi. Ça, c'est quelque chose, c'est là qu'on trouve les valeurs du jeu d'échecs. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, je veux voir ce qu'il dit Fritz. Mais quel Fritz? C'est pas lui qui... Donc la machine, c'est pas ça qui compte. Mais ce qui compte, c'est l'échange entre les êtres humains. Il va me dire ce qu'il a pensé, je vais lui dire ce que j'ai pensé. Non, mais ça dépend de l'entraîneur. Parce que l'entraîneur, le bon entraîneur va faciliter ça. Il va pousser les enfants d'échanger avec leur entraîneur. C'est ça.
Parce que dans ce cas-là, c'est un esprit club, mais club dans le sens fermé. Et ça, c'est pas bon. Les échecs, c'est l'ouverture, c'est la communication. Si vous ne communiquez pas, ben c'est pas ça. C'est tout à fait vrai ce que vous dites, parce que ma fille, à la fin de chaque partie que les pères ont gagné, il y a un échange entre 5 minutes avec... C'est très bien. Et ça, oui, c'est une fille. oui, et elle raconte leur vie. Mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut échanger, et après même on peut échanger les mails, les téléphones, et communiquer, et c'est ça qui est la valeur. Et dès qu'ils tournent à reprendre, il y a de nouveau les messages qui arrivent. Oui, tout à fait. Oui. Et donc la question de savoir gagner contre un copain se pose plus. Ça ne se pose plus. Alors, il y a notamment Damir qui nous a raconté ça, sur les joueurs anglais à l'époque, qui partaient tous jouer la partie, les grands copains, tous dans la même chambre et tout. Et lui, il était persuadé qu'ils vont faire nul. Et quand il a évoqué cette possibilité, les autres deux joueurs, ils ont répondu, mais quoi? Nul? Quel nul? Et ils ont joué à mort, c'est-à-dire ils ont joué une vraie partie d'échecs. Et ça ne les a pas empêchés après d'aller boire une bière. C'est-à-dire de rester copains. Et ça, c'est extraordinaire. Oui, ça c'est important, donc les copains aussi doivent jouer, apprendre à jouer, c'est se respecter à travers les chiffres. Très important. D'autres questions? Quelques petites questions? Non. Oui. Est-ce qu'il y a un moment où il faut réfréner Si vraiment on a l'impression que c'est nocif. Mais est-ce que c'est nocif? Parce que parfois, si on tue le rêve, c'est dur à faire. C'est dur. Il faut simplement peut-être canaliser un peu, etc. Mais en principe, cette passion, c'est quelque chose qui est très positif. Canaliser, oui. Est-ce que vous avez fait des études sur des analogies avec d'autres sports en termes de méthodes d'entraînement Oui, on le fait tout le temps. D'ailleurs, au niveau d'entraînement et au niveau de déjà tout ce qui est la psychologie, vous avez mon livre que j'ai écrit avec un chercheur de psychologie cognitive, Philippe Chassis, qui est à l'université de Hope University à Liverpool. Et on a abordé beaucoup de sujets dedans, donc je ne sais pas s'il en reste des exemplaires ici, mais comme on est sur Olympique, il y a beaucoup de choses sur le méthode d'entraînement, sur... Voilà, merci. Je vais le signer tout à l'heure. C'est à la fois des sports individuels ou collectifs. Des sports individuels, collectifs, il y a toujours des choses qui sont communes et il y a des choses qui sont particulières. Donc, aux échecs, de toute façon, quand on est en face de joueurs, il n'y a que nous deux, voilà, c'est un face à face et on peut pas, on doit se faire confiance, quelque part. On cherche les ressources à l'intérieur. Ça, c'est essentiel. Et on apprend à l'enfant de chercher les ressources à l'intérieur, de ne pas chercher à l'extérieur. De trouver cette force dedans. Et quand il trouve cette force, là c'est bien. Là, c'est quelque chose qui se passe de manière positive. D'autres questions? Il y avait une autre question. J'avais vu... En tout cas, maintenant, vous allez retrouver vos enfants. Voilà, soyez positifs. Prenez-les dans les bras. Peu importe le résultat. Merci. Merci beaucoup.
temps, Bah oui. tout le temps de café. Oui. Moi, maman, j'ai toujours accompagnée, par le slip, et mon maman, papa, il dit, papa, faut choisir entre les études et les échecs. Et moi, j'ai peur que si je lui enlève les échecs, il va moi travailler à l'école, donc je ne sais pas trop comment les enfants sont pas. Si vous voulez, c'est pas moi, je voilà, si je pense que au niveau de moi, je pense qu'il faut vraiment nourrir les rêves. C'est son rêve et c'est son rêve. C'est parfait. Moi, je voilà. Merci. Salut, Janice. Salut, comment vas-tu? On va dire bonjour à papa. Ça va? Oh là là, oh là là. Mais pourquoi tu as pleuré? Hein? Tu as voulu parler ici? Ici? Ah, c'est bien, c'est bien. Alors, tu vas t'occuper de ton père ou de ton frère? Bonjour. 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 Oui. Moi je viens de Tahiti. Oui. C'est la première fois. Ah oui, c'est un peu plus loin. Voilà, moi j'ai raté la conférence et tout. Eh ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, 2-3 conseils. 2-3 conseils? Enfin, on m'a dit que vous vendiez un livre encore. Oui, il y a le livre. Si vous trouvez là, c'est le nom qu'il faut commander. D'accord. Et autre chose, ils ont filmé la conférence en plusieurs caméras, j'ai jamais vu autant de caméras. Donc, je
J'espère que ça va être trouvable sur le site. Merci. Je crois. Merci. Au revoir. Et voilà. Sinon, si vous voulez savoir plus de choses, ben, vous savez, vous tapez l'Institut Le Cavalier Bleu, vous avez mon téléphone et tout. Voilà. Ah bah oui. Tahiti, attends. À Tahiti, il faut maintenant développer Tahiti. Voilà. C'est l'Institut du Cavalier Bleu. Institut Le Cavalier Bleu, oui. Ok. Et ça, c'est un. Vous pouvez vous inscrire en ligne et tout. Ça, tout ce c'est que vous super voulez. intéressant. Et vous êtes dans quelle ville, vous? Moi, je suis à Montpellier, mais bon, maintenant, ces derniers temps, je suis beaucoup sur la Guadeloupe. Mais bon. C'est une île aussi, hein? Oui, c'est bien. Voilà. Moi, j'ai fait mes études à Montpellier. Je connais À bien. Montpellier, bah, vous connaissez bien. Très bien. Voilà. Ok. Super. Donc là, sinon, au stand variant, il devrait y avoir voté. Variante à Paris, oui. Ici, je ne sais pas ce qu'il reste. Donc, on a dit qu'il faut demander à son fils s'il a bien joué, ce que j'ai entendu. Et puis. S'il a bien joué, pas s'il a gagné. Voilà, c'est ça. Voilà. Okay. Ah ben maintenant ça va circuler, mais attention, il ne faut pas qu'il y ait une fausse information. Ah. Voilà, vérifiez toujours. Toujours, Ouais. ça marche. Bon. Mais en tout cas, dès que l'enfant est heureux, c'est déjà pas mal. Oui. Hein, c'est essentiel. Ok. Bah ouais, mais comme c'est pas mon activité, c'est pas évident non plus de suivre dans ce qu'il fait là, Oui, tu vois. c'est pas évident. Bon, s'il avait pris mon sport, moi j'aurais ça aurait été plus simple. Il fait son truc à lui, donc Oui. il faut s'adapter. Bah, il c'est n'a ça, pas c'est forcément ça. les outils Ben, c'est ça. pour le faire. C'est vraiment essentiel que l'enfant soit. Il se sent chez lui. Ok. Il dit, bah, les échecs, c'est mon monde. Ouais, parce que je trouve que c'est violent quand même, par contre, comme activité. C'est violent intellectuellement. Ben, vous voyez, la dame qui était là, justement, elle m'a demandé si. Parce que son mari, il a peur que l'enfant il est trop aux échecs. Il faut qu'il apprenne peut-être diminue le jeu d'échecs et qu'il joue moins. Mais voilà, moi je pense que c'est possible, que tout est possible. Et faire les études et les échecs. J'ai toujours cru que c'est possible. Voilà. Oui. Donc, bah, contactez-moi pour toute question. J'ai le site, merci. Eh ben, très bien, merci. Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir vous poser quelques questions? Mais oui, devant la caméra. Voilà, devant la caméra. Alors, on va se mettre devant le piano. C'est génial. Quand j'étais plus petit, j'ai joué au piano. Vous prenez déjà? Pour ça, pour vous raconter. Oui, ça fait plus de Début. Oui. Je peux aller. Ok. Voilà, donc quand j'étais enfant, j'ai commencé à jouer au piano, j'ai adoré. Mais le jour où j'ai appris de jouer aux échecs, j'ai arrêté le piano. J'aurais dû continuer aussi un peu. Mais voilà, la passion était telle que j'ai continué avec le jeu d'échecs. Le club d'échecs était tout près, donc je suis allé souvent. Et pourtant, au départ, j'ai pas trop aimé le jeu d'échecs parce que quand j'ai appris, personne m'a expliqué comment ça se passe. D'où l'importance d'avoir un bon entraîneur ou bon animateur qui va vous expliquer comment ça se déroule. Moi, quand j'ai vu, parce que chez nous à l'époque en Croatie, quand il y avait des événements, par exemple le championnat du monde, ça passait à la télé. Et quand j'ai vu un grand maître expliquer sur un échiquier mural les parties de championnat du monde, expliquer la stratégie et tout ça, j'étais émerveillé. Donc j'ai adoré. Très bien. Parfait, il y a d'autres questions? Oui, je voulais. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques lignes, je dirais tout ce que vous avez dit dans votre conférence? Oui, je peux résumer. L'essentiel, c'est dans cette relation entre les parents et l'enfant, que les parents respectent l'envie
les vraies envies de l'enfant. Et qu'il reste un soutien indéfectible, pour toujours. Quelle que soit l'activité, évidemment, on aimerait bien que ça serait les échecs, le jeu d'échecs, mais si c'est autre chose, c'est autre chose. Donc il faut rester dans ce soutien et dans le respect de l'envie véritable de l'enfant. Et après, bon, l'entraîneur, c'est un facilitateur, c'est quelqu'un qui va ajouter cette connaissance et tout ça, mais qui est là aussi pour l'enfant. Pas pour faire un grand champion, mais surtout pour aider à construire une personnalité véritable. Voilà. Quelqu'un qui va être là, qui va s'affirmer, qui va s'épanouir et qui va créer. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon, j'attends vos vidéos et tout ça. Je suis très